Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de cybersécurité. On va voir un site qui est très intéressant pour la réponse à incident. Alors la réponse à incident, c'est principalement utilisé par les métiers de RSSI, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information, ou également tous les opérateurs qui vont intervenir dans la Blue Team, donc tous les opérateurs qui vont faire du défensif, que vous soyez dans un centre opérationnel de sécurité ou directement au sein d'une infrastructure. Donc ici, ce site, il s'appelle Incident Réponse Consortium. Alors, on va voir les différents éléments qu'on a à notre disposition. Donc là, on a ce qu'on appelle la Playbook Gallery. Donc, ce sont toutes les fiches de réponse incident, toutes les fiches que vous devez suivre en cas d'incident. Par exemple, ici, on va commencer par la première. C'est si jamais vous avez un malware, par exemple, qui vient se répandre sur votre réseau. Donc là, vous avez 7 grandes étapes qui sont définies par le NIST. Le NIST qui est un référentiel en cybersécurité qui est indispensable à connaître. Et actuellement, on est en version 2. Donc le NIST, qu'est-ce qu'il explique? Il explique d'abord qu'il faut se préparer à recevoir un malware un jour ou un autre sur votre réseau. Ensuite, il faut voir comment on peut le détecter. Donc à chaque fois, pour chacune des catégories, vous avez en fait un diagramme qui vous explique par où il faut commencer. Ensuite, comme on le disait, vous avez la possibilité de le détecter, l'analyser, contenir le malware, l'éradiquer, voir comment vous pouvez vous en sortir une fois que vous avez éradiqué ce malware et faire ensuite un retour d'expérience sur l'incident pour voir comment vous pouvez éviter que ça se reproduise. Ici, vous avez la possibilité de télécharger le playbook par exemple en PDF. Donc là, on va ouvrir et donc dedans, on a tous les workflows, donc tout le détail des incidents et de comment les traiter. Donc là, comment on est capable d'automatiser la réponse grâce à certains process. Donc là, bien sûr, on a des chiffres qui ne sont pas forcément très récents, mais ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser parce que là, on est plutôt sur la méthodologie. Et en soi, la méthodologie, elle évolue pas forcément. Oui, il y a certains aspects techniques qui vont varier, mais globalement, si on prend la première étape, qui est par exemple la préparation, c'est d'abord définir qui, dans l'équipe au niveau de l'infrastructure, va jouer un rôle particulier dans cette réponse incident. Il faut bien sûr prendre en compte la personne qui va gérer tout ce qui est vulnérabilité, la personne qui gère tout ce qui est menace, la personne qui va gérer les risques. Parce que des fois, c'est dans des directions qui sont séparées. Dans l'informatique, vous avez peut-être des personnes qui vont gérer les vulnérabilités, et dans la direction des risques, vous avez des personnes qui vont gérer les risques. Et toutes ces personnes-là, il faut absolument qu'elles soient coordonnées et qu'elles sachent quel rôle elles ont à jouer lorsqu'il y a un incident de sécurité, et là plus particulièrement lorsqu'il y a un malware sur le réseau. Donc là, il va falloir déterminer ensuite qui doit intervenir, qui doit prendre le lead. Est-ce que c'est la partie infra? Est-ce que c'est la partie support et réponse légale? Est-ce que vous allez être obligé de communiquer? Donc tous ces éléments-là, il faut absolument les prendre en compte. Et donc là, pareil, comment est-ce qu'on escalade si jamais le malware est vraiment important? Quels sont les documents qu'on a en interne? Quels sont les documents qu'on va devoir transmettre à l'externe? Donc ça, c'est la phase de préparation. Ça, il faut que dans toutes les sociétés, en fait, ça soit déjà défini. Ce processus-là, pour pouvoir être le plus pratique et le plus rapide possible, en tout cas sur la réponse à incident. Ensuite, derrière, on va avoir différents éléments. Donc là, c'est la partie risque, les facteurs de risque. Et là, c'est la partie risque au niveau, c'est la partie menace, les indicateurs de menace. Donc vous avez différentes étapes comme ça qui vont se passer au fur et à mesure du temps. Et donc là, vous avez tous les détails. Moi, je préfère passer sur cette image-là. Donc là, vous avez la partie préparation, que vous comprenez bien. Et ensuite, là, on est sur la partie de détection. Comme ça, vous comprenez bien les grandes étapes. Ça, c'est un process d'un point de vue macro, en fait, qu'il faut arriver absolument à comprendre. Ils ne vont pas vous dire, pour supprimer un malware, il faut cliquer à tel endroit, tel endroit. Non. Là, on est à la partie de détection. Comment est-ce qu'on va détecter un malware? Et bien là, par exemple, on va détecter qu'il y a un nouveau service ou une nouvelle application qui a été configurée pour être lancée automatiquement au démarrage du système. Ou là, par exemple, on va avoir un trafic inhabituel qui va aller sur Internet. Donc tout ça, ce sont des éléments de détection. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Ça, c'est à vous de le travailler. Et quand vous travaillez au sein d'un SOC, vous êtes obligé en fait de le définir. Et après, c'est toute la partie risque, comme je vous l'expliquais. Ensuite, une fois qu'on a détecté un malware, et ben, comment est-ce qu'on va l'analyser? Donc, voir un petit peu les IP qui sont exposés sur Internet, qu'est-ce que ça va engendrer? Comment on est capable de le contenir? Donc, identifier d'abord le système qui a été affecté, les serveurs, les bureaux, les postes de travail fixes, les postes de travail portables, les mobiles, est-ce que c'est des VM, est-ce que c'est Active Directory? Et donc, identifier les données qui ont été compromises, identifier les services de l'informatique qui sont impactés justement par tout ça, identifier les vulnérabilités qui ont pu être exploitées, est-ce que c'est une base de données avec des vulnérabilités, est-ce qu'on a des logs, est-ce qu'on a de la journalisation? Donc, c'est toute l'arborescence, en fait, toute l'architecture de votre sécurité qui va être mise en place. Et donc là, par exemple, quels sont les outils qui ont été utilisés pour détecter un incident? Est-ce que c'est un SIEM? Est-ce que c'est un IDS? Est-ce que c'est le pare-feu? Est-ce que c'est des scanners? Est-ce que c'est des antivirus? Est-ce que vous avez tout ça? Est-ce que vous en avez qu'une partie? Est-ce qu'ils sont bien configurés?
Comment ensuite vous allez pouvoir l'éradiquer, en fait, ce malware, pour éviter que ça se propage. Donc là, est-ce qu'il faudrait le faire tourner dans une sandbox? Est-ce qu'on peut faire une analyse forensique dessus? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire une analyse forensique dessus? Si par exemple c'est un malware complètement basique qui a été reçu sur votre système, bah, globalement il n'y a pas forcément le besoin. Comment vous allez nettoyer ce malware? Est-ce que c'est un nettoyage avec l'antivirus? Est-ce que vous allez le mettre en quarantaine? Est-ce que vous utilisez des outils pour supprimer ce malware? Donc c'est hyper important. Et après, comment vous allez reconstruire votre système? Parce que si jamais vous avez eu un ransomware, que l'ensemble du système est chiffré, il va falloir justement le reconstruire pour pouvoir repartir sur des bases qui sont saines. Comment est-ce que vous allez restaurer vos données? Comment est-ce que c'est une synchronisation du cloud par exemple? Est-ce que c'est via des sauvegardes? Il y a plein de questions à se poser. Et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant en fait d'avoir l'ensemble de cette structure et de savoir par où vous allez aller. Et ensuite, vous avez toute la partie réponse à incident. Après, en fait, c'est toute la partie expertise. Comment s'est passé l'incident? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les personnes sont bien intervenues? Est-ce qu'il y a des informations confidentielles qui ont été compromises, qui ont été transmises? Quelles sont les leçons que vous avez tirées? Est-ce que vous avez mis beaucoup de temps à le détecter? Est-ce que les process étaient bons? Est-ce qu'il faut les mettre à jour? Est-ce qu'il faut modifier ces process? Quelles sont les politiques qu'on va pouvoir appliquer pour éviter que ça se reproduise? Est-ce que c'est un problème de process? Est-ce que c'est un problème de configuration? Est-ce que c'est un problème de sensibilisation de l'utilisateur? Et donc voilà, on a un workflow comme ça qui est perpétuel et qui doit être amélioré au fur et à mesure du temps. Là, on a pris le cas d'un malware en fait. Les malwares, c'est quelque chose comme d'assez standard et quasiment sur lequel tout le monde est touché. Mais après, ils vont avoir des réponses à incidents qui vont être différentes, par exemple, sur du phishing, sur de la fuite de données. Et donc là, je vous invite vraiment à regarder en profondeur, en fait, parce que oui, il y a des éléments qui sont communs, mais il y a des éléments qui sont complètement différents de l'une à l'autre. Donc là, par exemple, c'est les accès non autorisés aux services, les dénis de service. Un déni de service, vous n'allez pas du tout réagir comme un malware qui aurait compromis, par exemple, un système. Une évasion de privilège, ça peut être un utilisateur interne. Et là, on s'aperçoit que souvent, la malveillance interne, il y en a de plus en plus. Comment est-ce que vous le détectez? Comment est-ce que vous allez le traiter? C'est pas du tout la même chose de traiter en fait une attaque interne que de traiter une attaque externe. Quelles sont les mesures? Est-ce qu'il faut faire rentrer les RH en compte dedans, par exemple? On va prendre le cas de l'élévation de privilège. Une fois qu'on a fait de la réponse incident, on a à peu près le même diagramme, mais là, les RH, quelles sont les sanctions en fait qu'on peut appliquer aux personnes qui ont fait des élévations de privilèges, qui sont allées compromettre des documents internes? Est-ce qu'on a la possibilité de les renvoyer? Où est-ce que ça mène? Est-ce qu'on porte plainte contre eux parce qu'ils ont volé des données? Jusqu'où ça va? Et ça, c'est vraiment un cas qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense dans les sociétés. Et donc là, voilà, on est globalement, ça c'est plutôt la dernière partie, c'est plutôt de l'interne. Quand on voit l'accès root qui a été détecté sur une machine ou une autre, est-ce que c'est un utilisateur qui s'est trompé? Est-ce que c'est une machine qui était compromise? Est-ce que c'est quelqu'un qui a abusé de ses permissions ou des outils qu'on lui a fournis pour accéder à certaines ressources du réseau? Il faut absolument comprendre l'ensemble des éléments et savoir où ça nous mène. Est-ce que c'est de la sensibilisation? Est-ce que c'est de la configuration technique ou autre? J'espère en tout cas que ça a pu vous aider dans votre réponse incident, que ça va vous faciliter. Mais il faut absolument avoir compris tout ce process-là quand on est en entreprise parce que c'est extrêmement important. C'est des processus, c'est long, mais ce qui vous permettra d'être performant et efficace dans votre réponse à incident. Maintenant, pensez à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert. Il vous permettra de bien débuter en cybersécurité. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!